Ben voilà, c'est le duel Ségaud-Sarko dont on parle beaucoup. Les deux finalistes annoncés depuis plusieurs semaines à la fois par les sondages, ceux dont on parle le plus, qui occupent la vedette, qui sont déjà présentés comme des finalistes, même si le Parti socialiste n'a pas encore désigné son candidat. Le match Ségaud-Sarko, Frédéric Monteil, Stéphane Gouillot. J'étais président de la République, j'écrivais mes discours. Une avalanche de flash pour monsieur, une nuée de fans pour madame. Dans la course à l'Élysée, une trentaine de candidats en piste, mais seules deux figures dominent les médias. J'étais président. Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, impossible d'échapper à ces deux grosses têtes. En 8 mois, ils occupent 28 fois la une des hebdomadaires. Jeunesse cachée, interview exclusive, arbre généalogique. Pas besoin d'une révélation pour générer un article. J'ai pas l'impression qu'on en fasse trop. Ce sont deux personnages qui ont apporté beaucoup dans les dernières années ou dans les derniers mois pour Ségolène. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de polémiques, beaucoup de manières de bousculer leur camp. Donc nous avons suivi au mieux l'actualité que ces personnages provoquaient et la curiosité qu'ils entraînaient dans l'opinion. Et la curiosité, ça rapporte. Sarkozy, chevelu révolté, 16 000 exemplaires de plus pour l'Express. Ségolène avec des couettes, c'est bien, mais en maillot de bain, c'est mieux. Bingo pour Closer, 650 000 exemplaires vendus. Meilleur score de l'année, devant Sarkozy et les gendarmes à Saint-Tropez. Ségolène, elle, se voit promue contre son gré, people proche du peuple. Disait finalement une vie qui, de temps en temps, peut ressembler à la nôtre. Ça les humanise un petit peu, et puis si ça peut, d'une manière ou d'une autre, rapporter un petit peu d'intérêt des électeurs dans le débat politique, pourquoi pas, tant mieux. Vous vous présentez aux élections présidentielles ou pas? Parce que nous on ne sait pas, nous, finalement. Des stars qui interviewent des stars. Ségolène et Nicolas boudent les magazines People, mais s'affichent sans complexe en compagnie de vedettes. Popularité soignée, proche du marketing, ou réel élan de sympathie. Dans la construction de leur image, les sondages sont mis en cause. Ce sondage apparaît dans le Figaro Magazine, c'est Ségolène Royal qui a 43% souhaitent que Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy soient tous les deux candidats. Aujourd'hui, quand on regarde le total des intentions de vote au premier tour de Ségolène Royal et de Nicolas Sarkozy, on est proche des 70%, entre 60 et 70%, c'est énorme. Aujourd'hui, ils sont populaires. Ne croyons pas que ce sont les médias qui entretiennent tout cela. Ne leur enlevons pas, pour une fois que les politiques parfois réussissent à convaincre, une partie de leur mérite. Populaire dans la rue, Merci infiniment. dans les meetings et jusque chez les libraires. Le livre écrit pour et par Sarkozy, 355 000 exemplaires édités, autant qu'un bon Goncourt. Et même ceux qui le dénoncent, comme cette BD sarcastique, atteignent des ventes records. À eux deux, Ségolène et Nicolas pèsent 50 livres parus ou à paraître cette année. Mais attention, être populaire en novembre ne garantit jamais à coup sûr un beau costume au printemps. Voilà, alors je disais Arnaud Montebourg, qui est l'un des porte-parole de Ségolène Royal, nous a rejoint, ainsi que Patrick Devedjian, qui est l'un des plus proches de Nicolas Sarkozy. Alors vous en avez deux en face de vous, à côté de vous, qui disent depuis une heure que si l'un ou l'autre de vos candidats était élu, ce serait en gros très très mauvais pour la France. Je voudrais savoir d'abord, Arnaud Montebourg, est-ce que vous avez peur, vous craignez pour votre candidate, si elle est désignée ce soir, au fond de retrouver l'un des deux présents ici ce soir, Jean-Marie Le Pen ou François Bayrou, au second tour de l'élection présidentielle? Nous craignons pour la démocratie et pour le vivre ensemble en France. Nous sommes dans un pays qui aujourd'hui paraît broyer du noir, et il le broie. Il y a beaucoup de colère, de désespoir, et puis l'incapacité de se parler. La question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes capables de nous doter de moyens de discussion pour régler les problèmes dans le respect du plus grand nombre? C'est le problème d'ailleurs évoqué par tout à l'heure François Bayrou. C'est la proposition faite par Ségolène Royal de révolution démocratique, une révolution douce, mais où il s'agit de proposer aux citoyens, qui sont non pas des enfants, mais des gens très éduqués, intelligents, qui ont de l'expérience de la vie, en société, dans le travail, de construire la France de demain. Est-ce que ce sont des slogans? Non. C'est un projet très précis, très construit, qui a donné lieu à des mois et des mois de discussion, de réflexion avec les socialistes. Ségolène Royal porte cette révolution douce, raisonnable,
qui a pour objectif de rendre inutile M. Le Pen, par exemple, qui, pour moi, comme pour beaucoup de socialistes, est en dehors des valeurs de la République, en dehors, malgré la bonhomie dont il sait faire parfois si bien preuve. Patrick Devedjian, même question, est-ce que vous craignez Jean-Marie Le Pen ou François Bayrou? Non, il est tout à fait possible que la situation que nous avons eue au deuxième tour de 2002 se reproduise, et moi je ne fais pas le pharaon, l'élection sera difficile, j'en conviens volontiers. Et quel échec alors pour ceux qui ont gouverné pendant 5 ans si on se retrouve dans la même situation en 2002, non? Je crois surtout quel désarroi des Français. Et je partage une chose avec François Bayrou, mais j'ai des questions à lui poser pour ça. Je partage avec lui l'idée que, par exemple, nous avons une dérive monarchiste dans notre pays. Le président de la République a énormément de pouvoir. Il ne nomme pas ses amis, François Bayrou, puisqu'il nomme à 7000 emplois. C'est considérable, il n'a pas autant d'amis proches que cela. Mais c'est évidemment quelqu'un qui a un pouvoir exorbitant. Je partage aussi avec vous l'idée que le Parlement français est descendu beaucoup trop bas, et qu'il est notamment descendu trop bas depuis qu'on a inversé le calendrier et que le quinquennat est intervenu de cette manière-là. Mais la question que j'ai envie de poser à François Bayrou, est-ce que finalement le système, il est tel qu'il est parce qu'il y a un parti socialiste puissant, et maintenant, après tant d'années, pour y arriver, une UMP qui fait contrepoids au Parti socialiste, est-ce que c'est à cause de la puissance de ces deux formations politiques, ou est-ce que c'est une vraie question institutionnelle? En un mot, est-ce que c'est parce que le président de la République est élu au suffrage universel, n'est-ce pas pour cela qu'il a une légitimité très forte qui s'impose, et en même temps une absence de contrepoids institutionnels dans notre système? Est-ce que c'est pas ça le vrai sujet? Est-ce que c'est pas là-dessus peut-être que nous pourrions discuter, plutôt que de stigmatiser la force prétendue de partis politiques qui, vous savez, dans un pays comme la France, sont de toute façon décriés? Il faut lui répondre, hein. Oui, c'est... Je dois dire honnêtement que ça ne manque pas de sel, je dis ça amicalement à Patrick Devedjian, qui a été le plus proche, le défenseur de Jacques Chirac et qui vient le stigmatiser comme ça. N'est-ce pas? Ça dépasse la personne de Jacques Chirac, le fonctionnement de nos institutions. Ça n'est pas parce qu'on est élu au suffrage universel qu'on est amené mécaniquement à manquer aux principes les plus sacrés qu'on a définis ensemble, et à manquer à la loyauté élémentaire qui devrait être celle d'un chef de l'État, ou deux chefs d'État, parce que Mitterrand a fait au moins la même chose, et peut-être pire, je dis ça pour Montebourg, c'est pas pour ça. Par exemple, on a appris cette semaine que pour libérer la place de député pour un ministre, on allait prendre un député pour le nommer à la Cour des comptes. C'est un élu de Paris, c'est ça que vous voulez dire? Non, en l'occurrence, non, c'est pas un élu de Paris. Mais on voit au sourire de Patrick Devedjian qu'il sait très bien de quoi il s'agit. C'est connu, il n'y a pas. Il y a un sous-titre. N'est-ce pas? Voilà. Que ceux qui téléphonent, il y a un numéro de téléphone auquel que vous pouvez appeler, d'ailleurs, pour poser des questions, et j'en profite. Si vous connaissez le nom, n'hésitez pas à appeler pour nous communiquer le nom qui sera donné à l'antenne. Un actuel député de la Manche qui... Ah voilà, c'est la Manche. Déjà, on se rapproche, cherchez-lui. Qui va se trouver... Bon, j'ai rien contre ce monsieur. Mais nous non plus, nous non plus. Mais les électeurs décideront quand même ce qu'ils veulent. J'espère bien que les électeurs ne souscriront pas, et je l'espère non pas pour des raisons personnelles contre l'un ou contre l'autre, mais parce que on ne peut pas avaliser des pratiques de cet ordre. Il n'y a pas une responsabilité à la tête d'une entreprise publique qui ne soit actuellement le réceptacle de responsables de cabinet. Donc vous êtes d'accord avec nous, François Bayrou, quand nous disons qu'il faut procéder aux emplois publics avec une beaucoup plus grande garantie que dans le système actuel. Nous proposons des auditions de parlementaires. Vous êtes d'accord avec ça? J'aurais été infiniment plus d'accord, Patrick Devedjian, si vous l'aviez fait au lieu de le dire. Et ça, nous voulons le faire avec Nicolas Sarkozy, et jusqu'à maintenant, il n'a pas eu les moyens de le faire, vous en conviendrez. Et soyez gentils, vous avez été aussi au gouvernement, vous ne l'avez pas fait non plus. Jamais je ça, n'aurais c'est assez juste. Non, ce n'est pas vrai.
Jamais je n'ai les bons points. Mais vous ne l'avez pas fait non plus, vos amis n'ont pas fait non plus. C'est pour ça qu'on va le faire. Eh bien, nous aussi, on va le faire. moi, je donne des exemples. Donc je donne des vous voyez, exemples. et eux, et nous nous sommes engagés à le faire, donc ça va changer. Et croyez-moi, les Français vont vous croire. Il suffit d'ailleurs de regarder le coup d'œil que vous venez de vous jeter l'un à l'autre à cet instant. Ça, vraiment, c'est des petits procédés. Moi, je donne peut-être une dame derrière. Moi, je donne un exemple vérifiable par tous. Quand j'ai été nommé ministre de l'Éducation nationale, on m'a fourni une liste de gens qu'il fallait que je vire parce qu'ils étaient mal pensants. Ils avaient socialistes généralement, parce qu'au ministère de l'Éducation il y en a quelques-uns. Et le premier sur la liste était un des directeurs du ministère, très mal vu à cette époque. Et je l'ai appelé, je l'ai reçu dans mon bureau et je l'ai écouté. Et vous l'avez J'ai gardé. trouvé que ce type était intelligent Vous l'avez gardé. et bien, et j'ai dit, monsieur, je vous confirme dans votre fonction. Vous n'avez pas les mêmes idées que les miennes. Vous croyez que vous alliez entrer dans mon bureau pour être viré. Et moi, je considère qu'il faut que je vous garde parce qu'il y a des principes. Alors, vous avez été beaucoup plus libéral que votre prédécesseur. J'ai été, non pas libéral, républicain. Le républicain, si vous préférez, Voilà. c'est votre prédécesseur Jacques Lang. Oui, sans le moindre doute. Tous les quatre, est-ce qu'on a quand même, tout le monde a l'impression, je pose la question à Jean-Marie Le Pen, que tout le monde cherche évidemment à réconcilier les Français avec la politique et avec les élus. Il y a une voix de Ségolène Royal, mais enfin, globalement, c'est la course au peuple, quoi, cette année. C'est-à-dire, 2007, c'est celui qui récupérera l'électorat populaire, ou l'électorat en difficulté. Il y a parmi nous quelques personnes tout à l'heure qui vont intervenir et vous poser des questions. Tous ceux qui disent, ils sont infoutus de régler nos problèmes, on va plat voter. Et vous présentez tous. C'est le peuple. Franchement, à l'élection présidentielle, il y a toujours une très forte participation. On ne peut pas dire ça. Il y a plus de 80% de participation. D'accord, mais il y a quand même un désamour et une rupture entre une certaine classe populaire. Pas celle-là, elle est décisive. Jean-Marie Le Pen. Je voudrais faire d'abord une remarque relative à ce qu'a dit tout à l'heure M. Bayrou. Relative quand j'ai parlé des 10 millions d'étrangers entrés en France depuis 30 ans. Ça n'impliquait pas, bien évidemment, les étrangers d'origine européenne, lesquels étaient entrés en France avant cette date, avant 1974. Il s'agit d'originaires pour la plupart du tiers-monde. Je n'ai d'ailleurs pas dit qu'ils étaient tous inassimilables. Mais j'ai constaté qu'en fait, ils n'ont pas été assimilés. Voilà ce que je tenais à préciser vis-à-vis des Français qui sont d'origine portugaise, polonaise, espagnole, italienne, etc. Il ne faut pas mélanger les choses. Je vais simplement dire à nos interlocuteurs, et surtout au pays, ça sera le leitmotiv de ma campagne. Comment pouvez-vous croire, citoyens français, un seul instant, que ces partis feront demain ce qu'ils n'ont ni su, ni pu, ni voulu faire depuis 30 ans. À chaque élection, ils viennent vous dire « Mais nous avons compris, nous allons maintenant suivre une autre route, nous allons faire la rupture ». Ce sont là des postures. Le président Chirac avait parlé de fracture. Eh bien, ce sont des postures. Ils continueront comme avant, prisonniers qu'ils sont, d'un système dont les européistes ont cru s'évader en transportant les problèmes français à l'échelon bruxellois, en disant puisque nous ne pouvons pas les résoudre, nous ne pourrons pas les résoudre, eh bien nous allons les transporter et l'Europe obligera à faire un certain nombre de réformes que nous reconnaissons, nous, hommes politiques français, ne pas être en mesure de faire. Alors moi, je propose une méthode dans le cadre national. Cette méthode, c'est la République référendaire. C'est que, comme l'Assemblée nationale n'a plus de légitimité, et comment en aurait-elle, alors que mon parti, qui a des millions de voix, n'est pas représenté, et que beaucoup d'autres ne sont pas représentés, et que, on l'a vu, la représentation politique était quelquefois en rupture totale avec l'opinion du pays. Eh bien, je crois que le référendum doit être capable de donner, sur une réforme précise, la majorité suffisante pour obliger ceux des lobbies qui seraient tentés, ou des syndicats qui seraient tentés de s'y opposer, y compris quelquefois
par la grève ou par la force, eh bien pour que triomphe la loi républicaine qui est celle de la volonté du peuple. Voilà quelle est la méthode. Arnaud Montebourg, est-ce qu'il n'y a pas une course effectivement, celui qui gagnera le plus, qui arrivera à retrouver le lien avec le peuple? Il ne faut pas oublier que M. Le Pen est celui qui a le plus d'ouvriers ou d'employés dans son électorat. Oui, enfin, M. Le Pen est quand même celui qui propose de mettre la retraite à 70 ans. Chacun appréciera. M. Le Pen, celui qui propose de supprimer l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire faisant la politique encore plus extrémiste du MEDEF, d'une certaine façon. Vous n'avez pas lu le programme. Oh, je l'ai lu, je l'ai même étudié, M. Le Pen. Et ce que je vois, c'est que vous, M. Le Pen, vous faites un grand plaisir aux catégories supérieures et certainement aux milliardaires qui n'attendent que ça, c'est qu'on supprime l'impôt sur le revenu. Donc, que les ouvriers votent M. Le Pen est en effet une antinomie. Et je voudrais dire que cette manière de toujours... Ils vont en Angleterre, ils ne restent pas en France. Alors, est-ce que je peux en placer une? Merci, M. Le Pen. Et je voudrais ajouter que cette manière qui consiste à toujours prendre les étrangers comme bouc émissaire pour détourner finalement les Français de la réalité des questions que nous avons à affronter ensemble est insupportable. Je vais vous dire, puisque M. Le Pen n'a que le mot arabe à la bouche, moi mon grand-père était un arabe. Il n'était pas kabyle. Vous avez très mal étudié le dossier. Il fait partie de ceux que vous qualifiez d'inassimilables. Et vous savez, mon grand-père, il a porté l'uniforme français. Et il aimait tellement la France, qu'il a même voulu que son fils fut militaire. Et il est allé à Autun, là où il y a une école militaire en Saône-et-Loire, et c'est ainsi que cette famille s'est mélangée avec une autre famille, et que cela a donné des petits-enfants français. Et vous savez combien il y a de Français qui sont dans cette situation? 25%, M. Le Pen. Et à chaque fois que vous parlez comme ça, eh bien vous les injuriez. C'est pas vrai, c'est faux, c'est vous, c'est dans votre tête que ça se passe, pas dans la mienne. Et ils le savent. Alors maintenant, je vais répondre à votre question, si vous permettez, Mme Chabot. Car nous avons à reconstruire le rapport de confiance qui s'est détruit pendant toutes ces années, et je crois que la responsabilité, elle est répartie partout, entre les élus, les électeurs, les représentés, les représentants. Cette confiance, elle est rompue. Elle est rompue sur le plan politique, parce que les mécanismes que nous avons en place depuis 50 ans ne sont pas démocratiques, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays européens. D'autre part, elle est rompue parce que l'économie a pris une telle puissance que la politique donne l'impression de l'impuissance. Et c'est ce primat de la politique sur l'économie que notre génération va avoir à reconstruire. Il y a eu au pouvoir des fanatiques du marché qui pensaient que le marché pouvait régler tous nos problèmes. Et bien maintenant, nous en payons les pots cassés et les conséquences. Et les êtres humains, aujourd'hui, ils crient. Et ils n'ont même plus de porte-parole pour que le marché puisse trouver une maîtrise, une soumission à des buts et des intérêts humains. Et c'est ça notre travail, c'est énorme. Les chantiers seront difficiles, peut-être insurmontables, mais il faudra avoir l'honnêteté de dire que nous aurons du mal. Quant à M. Le Pen qui dit cela, etc., qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années, M. Le Pen, à part vociférer et injurier la moitié de la population française? Rien. J'ai dit la vérité, M. Montebourg. Vous y essayez péniblement depuis quelques années, vous êtes député, mais vous êtes quand même au milieu des gens qui sont responsables de la politique française depuis 30 ans. Et plus. Alors, Patrick de Vergéan, le rapport avec le peuple, on a c'est bien UMP populaire, un parti populaire, dit tout le temps Nicolas Sarkozy. Même problème et même défi pour tout le monde, c'est-à-dire récupérer, aller rechercher le peuple qui est très sceptique devant les partis. Mais d'abord, il y a une vraie aspiration populaire à participer davantage au fonctionnement des institutions. D'ailleurs, elle est légitime et logique avec un pays dans lequel l'éducation s'élève et dans lequel, évidemment, le plus grand nombre veut participer à la direction de son pays. Nos partis politiques eux-mêmes sont en changement. Je veux dire, par exemple, le fait qu'on fasse voter les adhérents pour désigner les candidats, c'est quelque chose de nouveau dans les formations politiques. La démocratie, c'est aussi quelque chose qui est en changement permanent et en progrès permanent. Donc, nous proposons des choses, des gaps très importants pour changer le système. Alors, François Bayrou croit que c'est seulement une affaire de parti. C'est ça qui me choque dans sa démarche. Il pense que c'est une affaire d'institution. On est tous méchants. C'est une affaire de règles. On est tous méchants et au PS ils sont pas gentils. Bon, c'est une affaire de règles et de principes. Et vous ne les mettons-nous d'accord sur la réforme institutionnelle, François Bayrou. Mettons-nous d'accord. Vous renvoyez ce que je n'apprécie pas, c'est que vous renvoyez la gauche et la droite face à face. Pour vous, il n'y a pas de différence. Je crois même que vous avez dit, mais peut-être je me trompe, que vous étiez d'accord pour être
Premier ministre de l'un ou de l'autre. Eh bien, ne croyez pas ce genre de Bon, rumeur. c'est peut-être pas vrai. Si vraiment Donc, c'est... Voilà, merci de votre sourire. Vous êtes Premier ministre de personne. C'était mon intention, si vraiment c'était mon intention, je ne serais pas là. J'aurais accepté les postes honorifiques qui m'ont été offerts et que j'ai refusés. Vous êtes quand même d'accord, François Bayrou, pour considérer que les députés de votre formation politique sont élus par les mêmes électeurs que ceux de l'UMP? Non. Ah, ils ne sont pas élus par les mêmes électeurs. Il n'y a pas d'électeurs UMP, UDF, PS. J'ai dit qu'ils étaient élus par les mêmes électeurs. Non. Je ne leur ai pas donné une étiquette. Ils sont élus dans des circonscriptions où ils sont généralement candidats uniques et où les électeurs de l'UMP votent pour eux. Vous êtes d'accord avec ça? C'est quand même une évidence. Je vais vous poser une question en conséquence de ça et vous allez me dire votre sentiment. La prochaine fois aux élections législatives, vous allez présenter des candidats dans toutes les circonscriptions de France, y compris dans les circonscriptions où il y a des sortants UMP? Oui. Vous en êtes sûr? Oui. Comme ça, c'est net. Comme ça, c'est net. Voilà. Alors, je vais vous dire... Comment vos amis vont être réélus la prochaine fois? Allons un peu plus loin. Vous essayez de réenfermer la politique française entre deux camps, gauche et droite. Cette affaire de deux camps, pardon de vous le dire, elle est stupide depuis que M. Le Pen... J'ai encore du temps pour suivre votre itinéraire et devenir intelligent. Avec 15 ou 20% qu'il a obtenu dans des consultations précédentes, 18 en tout cas, depuis que M. Le Pen, à l'extrême droite, vous a amputé de quelques 20% des voix. Et elle est aussi stupide parce qu'au PS, à l'extrême gauche du PS, il y a des gens qui ne partagent pas les orientations qui sont celles de ce mouvement politique-là. Donc, c'est un débat non pas de 50 contre 50, votre truc. C'est un débat de 30 contre 30, ou de 20 contre 20. Et on ne peut pas conduire, on ne peut pas conduire une politique ni de réforme, ni de reconstruction du pays avec des majorités aussi courtes. Mais vous avez raison, c'est pour ça qu'il faut faire des alliances. Voilà pourquoi il faut faire des alliances. Voilà pourquoi je suis C'est vous qui refusez l'alliance. Non. Moi, je veux faire travailler ensemble des gens issus de courants politiques différents et partageant les mêmes principes et les mêmes valeurs. Je ne crois plus que ce gauche-droite, ce jeu de rôle dans lequel vous vous êtes installé depuis longtemps, Montebourg récemment. Pendant longtemps, il a un tout petit peu contesté tout ça. Il a fait le rebelle, il voulait la 6ème République. Vous les faites un clin d'œil. On va la faire. Vous êtes en train de faire un clin d'œil. Il y a que des rebelles ici en plateau. Parce que moi, je crois en effet qu'il faut changer les institutions, et lui le croyait jusqu'à il y a peu. Et donc, c'est encore le cas. Et on va même le faire. Oui, je n'en crois là rien. Ah bon? Mais moi aussi, je crois. Arnaud Montebourg, est-ce que vous êtes... Je vois juste qu'Arnaud Montebourg nous dise s'il est d'accord avec ce que dit François Bayrou, c'est-à-dire sur le clivage qui dit est totalement dépassé aujourd'hui et que lui pense qu'il faut rassembler des majorités. François Bayrou, qui est un collègue que j'estime à l'Assemblée nationale et avec qui nous avons des rapports de dialogue, de désaccord, mais de dialogue, comme d'ailleurs avec beaucoup de nos collègues, heureusement, n'est pas clair. On ne sait pas ce qu'il veut et quelles sont ses orientations profondes. Les véritables problèmes aujourd'hui sont des problèmes de positionnement, et ce sera le sujet de 2007. C'est la force de la politique par rapport à l'économie toute puissante. Et là-dessus, il ne dit rien. Même si la reconstruction et l'ouvrage considérable de reconstruction républicaine dans lequel nous allons nous lancer, démocratie sociale, démocratie locale, démocratie nationale et parlementaire, démocratie européenne, est un travail énorme et nous aurons besoin de discuter avec tout le monde. Et François Bayrou, comme avec ce qu'il restera si c'est une opposition, je ne sais, s'il nous est donné le pouvoir, l'UMP, et nous aurons besoin de discuter avec tous les républicains qui aiment leur République. Alors, on va écouter. Je vais vous répondre aux Français, parce que vous êtes à l'écoute des Français. Je réponds en une vous phrase. Avez une phrase. On ne sait pas ce qu'il veut. On ne sait pas ce qu'il veut. Alors c'est très clair. Ça, je sens que ça ne va pas être une phrase. Ce que je veux est très clair. C'est que ces deux partis-là ne puissent plus
se distribuer et se répartir la totalité du pouvoir en France comme ils le font depuis 25 ans. Voilà, alors ça, je crois qu'on a bien compris. Le cas, la preuve, c'est que vous avez participé à des temps de gouvernement. On arrête et j'ai refusé de participer. Est-ce que vous pouvez écouter... J'ai refusé 3 fois d'entrer au gouvernement. Ça doit être une espèce de record du monde dans le genre. Depuis 2000, non, n'exagérez pas vos mérites, c'est très bien. Il y en a, si vous pouvez écouter un petit peu des Français, il y a Sylvie qui est là ce soir. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Merci. Je rappelle qu'il y a un numéro de téléphone auquel on peut nous appeler, il va s'afficher pour poser des questions. Sylvie, voilà, je ne vais pas donner votre âge, vous venez du Val d'Oise. Si, je peux le dire. Ah bah d'accord, alors c'est comme vous voulez. 44 ans. Bientôt 45, voilà. Vous avez travaillé dans une entreprise, vous avez 23 ans, j'ai commencé à 17 ans. Après le bac, j'étais en avance, vous voyez. Mais le temps m'a rattrapée puisqu'il y a 5 ans, j'ai été licenciée et depuis, je n'ai jamais retrouvé de travail. Si, je vais, comment dire, corriger ce que je viens de dire. J'ai retrouvé un petit boulot il y a 10 jours. Donc j'ai bac plus 4, donc puisque j'ai commencé tout le travail, je me suis formée sur mon temps personnel et en même temps que j'ai évolué dans différents secteurs de mon entreprise. Bon, bah, j'ai été licenciée, donc voilà, à 40 ans, une femme aujourd'hui, bah, elle n'a plus le droit à rien, plus le droit au travail, et puis personne ne s'intéresse à son sort parce qu'à 40 ans c'est fini, quoi. Donc 5 ans plus tard, bah, j'ai travaillé 23 ans, le chômage, bah, ça s'est arrêté au bout d'1 an. J'ai créé mon entreprise parce que je voulais pas être à la charge des gens. J'ai comment dire, hélas déposé le bilan parce que je n'avais pas assez de trésorerie et pas assez de fonds pour pouvoir continuer. Et ce dont je m'aperçois aujourd'hui, c'est que déjà entre vous, la discussion que vous avez, en fait, c'est une discussion au coin du feu, comment je vais gagner des voix, comment je vais être élu. Et finalement, les problèmes de français, finalement, en 1h30, qu'est-ce que vous avez évoqué comme problème, quoi? C'est-à-dire qu'en vous n'avez pas confiance, je ne sais pas si vous allez voter en 2007. Si, j'ai toujours voté, donc je voterai. Mais là, franchement, j'aurais du mal. J'aurais du mal parce que bon, bah, le vote blanc n'est pas représentatif, donc ça sert à rien. Et là, je me pose des questions parce que qui est à même de se préoccuper des... On parle du peuple. J'ai entendu beaucoup ce mot-là pendant la soirée du peuple. Est-ce que je fais partie du peuple ou est-ce que je fais partie du sous-peuple? Parce que les gens comme moi, en fait, enfin ma génération, et puis qui ont les problèmes quotidiens, nos problèmes au quotidien, personne n'en parle ici. Vous êtes là, vous vous amusez, vous faites des bons mots, à qui plaisantera, à qui se renverra la balle, à qui... Et puis qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que vous proposez? Parce que les Français ont des problèmes concrets, de vrais problèmes concrets de tous les jours, manger, éduquer ses enfants en leur disant bah, il faut travailler, sur le chômage. il faut aller à l'école, il faut bien travailler à l'école. Et quand on voit les parents qui en 25 ans ont perdu leur emploi, ne retrouvent plus d'emploi, ont travaillé, ont des diplômes, ont leur niveau de vie qui baisse, ils ne partent plus en vacances, ils ne sortent plus, ils joignent pas les deux bouts, ils font attention à tout. Quand il y a une facture qui arrive, c'est une catastrophe. Ils n'ont droit à rien parce que, comme j'ai un mari qui travaille, pas d'aide quelle qu'elle soit, même pas comment dire, on parle de primes de rentrée scolaire, d'aide comme ça, mais c'est faux. Tout ça, c'est du vent. Et les politiques, vous en profitez, vous lancez des phrases toutes faites comme ça. Mais qu'est-ce que vous savez du quotidien des Français? Je voudrais bien le savoir. C'est un coup de cœur, voilà. Vous répondez? D'abord, nous sommes des élus. Et si nous sommes élus, nous le sommes parce que nous avons un rapport de confiance avec la population qui nous raconte tous les jours ce que vous venez de dire. Oui. Quant à votre... Qu'est-ce que vous en faites? Quant à votre scepticisme, d'ailleurs, était le sujet de l'émission, oui, dont nous ne sommes pas les responsables. Hein, c'est Madame Chabot qui organise les débats. Nous ne sommes pas... Bon, mais donc le scepticisme est un sujet. Non, Madame Chabot, vous n'êtes pas en cause. C'est un sujet, et c'est votre manière de le dire est un problème qui renvoie à la question du pouvoir d'achat, qui s'est fait étriller ces dernières années,
Je prenais l'exemple de ce qui se passe, par exemple, pour les salariés de l'entreprise Carrefour. Les salariés ont obtenu l'année dernière une augmentation de 1,79%, pendant que les actionnaires ont obtenu une augmentation de 27% de leurs dividendes. Oui, je sais bien, j'ai connu ça. Et Carrefour n'est pas une entreprise qui risque de délocaliser. On n'a jamais vu un supermarché fuir ses clients. Eh bien, cette entreprise, par exemple, est une entreprise normale aujourd'hui de ce que nous voyons, de ce grand capitalisme financier qui pose des problèmes de déséquilibre au sein des entreprises entre la protection des salariés, précarité, temps partiel subi, niveau des salaires, et aujourd'hui il n'y a plus de défenseurs suffisamment puissants de ces intérêts-là par rapport à la toute-puissance des actionnaires. C'est le défi politique. Le problème de madame, c'est qu'elle est au chômage, c'est pas la puissance des actionnaires. Elle vient de retrouver un travail. Non, attendez, Elle dit qu'elle est précaire. Je viens de trouver un travail précaire. Attendez, il y a 25 ans, quand j'ai démarré dans la vie, je vivais mieux qu'aujourd'hui. Le travail que je faisais, le premier job que j'ai fait, c'était 1000 fois plus intéressant et dans des conditions beaucoup plus agréables que ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille, je suis dans une usine nouvelle. C'est-à-dire, l'usine nouvelle, qu'est-ce que c'est? Avant, on travaillait avec des chaînes. Maintenant, effectivement, ça s'est un peu plus humanisé. Les chaînes, vous les avez sur les oreilles. Et je travaille sur une plateforme téléphonique. La chaîne, c'est vrai, vous êtes assis sur un bureau. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous balance des communications à longueur de journée dans un casque, et plus ça va, plus il faut répondre. Plus il faut répondre, plus il faut traiter plus il faut traiter d'appels téléphoniques. C'est ça mon quotidien. Donc, mais c'est ça pour survivre, parce que ça fait 5 ans, donc je dirais 4 ans, que je n'ai pas eu aucun revenu. Je n'ai eu aucun revenu. Donc, heureusement, j'avais un mari qui travaillait. Donc, le pendant, quel est-il? Il a 45 ans, mon mari. Il travaille de plus en plus. Son salaire net a diminué sur sa fiche de paye. Le net, là, parce que les prélèvements sociaux, quoi qu'on en dise, ils ont augmenté. Donc, et qu'est-ce qu'il fait? Il bosse de plus en plus. Il accepte n'importe quelle mission. Pourquoi? Parce qu'il se dit, moi, si maintenant on me licencie, mais qu'est-ce qu'on devient? Et vous me parlez du capital, des riches, mais ça on le sait, mais les gens du peuple, comme vous dites, on sait très bien que les gens du showbiz qui nous donnent des leçons, et qui partent à l'étranger, et qui essayent de payer le moins d'impôts possible, et qui nous donnent des leçons d'humanité, ça on le sait, les politiques pareil, vous croyez qu'on ne connaît pas tout ça, mais on le subit tous les jours. Alors, Sylvie, je voudrais que les trois autres qui sont là, je vous demande d'être très concis tous les trois, parce que sinon il y en a d'autres qui ont envie de poser des questions, ils ne pourront pas parler et ce sera désagréable. Patrick Devedjian, il y a la précarité et après Jean-Marie Le Pen. Précarité, voilà, Sylvie, elle a un petit boulot comme beaucoup de gens, c'est-à-dire elle a, je crois que c'est 25 heures par semaine à peu près. Non, c'est 37 heures, mais 37 heures. Au SMIC. Bon, donc voilà. donc, SMIC. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous répondez sur la précarité? La vraie question, c'est d'abord pourquoi la France a un taux de chômage si élevé par rapport aux autres pays européens, par rapport à l'Allemagne, qui n'est pas plus maladroite que nous, et pas plus heureuse non plus. Bon, alors, c'est une autre politique économique dont nous avons besoin, c'est-à-dire une politique qui soit, je suis désolé pour ceux qui ne croient pas à l'Europe, mais nous avons une monnaie commune pour 12 pays européens. Cette monnaie commune, elle est gérée par une même politique monétaire. En revanche, nous avons 12 politiques économiques différentes et contradictoires, ce qui fait que la croissance en Europe, elle est très faible et que ça produit du chômage. Et c'est d'abord ça le premier axe d'une politique de croissance, c'est-à-dire une coordination des 12 politiques économiques des mêmes pays qui ont la même monnaie. Alors, Jean-Marie Le Pen. Il n'y a pas de thérapeutique sans un bon diagnostic. Il faut d'abord regarder le malade. Or, il est certain que la France est malade, et même très malade. Et que l'appauvrissement général, le chômage en progrès, car quand il n'est pas en progrès, c'est parce que l'on achète les places, l'État l'achète avec les impôts payés par les contribuables. Eh bien, c'est tout de même la politique européenne, car nous avons ouvert nos frontières sans contrôle à la concurrence internationale, sans nous défendre, alors que d'autres pays, eux, se chargent de le défendre, et que nous avons comme concurrents des pays qui n'ont pas de politique sociale, par conséquent, qui n'ont pas de frais sociaux. Les Chinois vont sur tous les terrains enfoncer nos industries qui n'ont cessé de régresser. Non, écoutez, qui n'ont cessé de régresser. Nous avons perdu 2,5 millions d'emplois dans l'industrie, nous avons perdu 1,5 million d'emplois dans l'agriculture. Ça se rétrécit comme une peau de chagrin. Il faut que nous rétablissions nos frontières de façon à nous défendre. Il ne s'agit pas de faire la ligne Maginot, il s'agit de rétablir un filtre
qui nous permettent de défendre le travail, d'empêcher les délocalisations qui sont en train de vider, de tuer la substance économique de notre pays. Moi, je me suis trouvé dans la situation de madame. Quand j'ai été battu aux élections de 62, je n'avais absolument aucune fortune. Oui. J'ai dû travailler. Et ça n'est pas facile quand on est un homme qui est dans l'opposition, croyez-moi. Eh bien, j'ai fabriqué des disques, voilà. Et j'ai gagné ma vie comme artisan, comme l'avaient fait avant moi, somme toute, mes parents, mes grands-parents. Et puis mais nous étions à ce moment-là en 60. Nous n'étions plus dans les 30 piteuses comme nous sommes aujourd'hui. Très court, parce qu'il y en a d'autres qui ont envie de s'exprimer. Très court, réponse à Sylvie. D'abord, envie de dire que j'ai trouvé très beau ce que vous avez dit. Oui, oui, mais ça, la démagogie des politiques... Écoutez, c'est pas de la démagogie, soyez gentils. Non, vous avez le droit. J'ai pas à être gentil. Non, vous avez le droit de dire que ce que nous disons, c'est nul. Non, je dis pas que c'est nul. Non, vous avez le droit. Vous avez le droit, puis après tout, c'est peut-être vrai, j'en sais rien. Mais vous avez au moins, me semble-t-il, on doit pouvoir vous répondre en disant que ce que vous avez dit, vous, ça n'est pas nul. Et c'est pas ni une habileté, ni un jeu, c'est juste un homme qui parle à une femme, et c'est pas parce qu'on est élu que les hommes cessent d'être des hommes et être simplement des Français comme vous. Bon, donc j'avais, si vous voulez bien, oui, je vous en prie. je trouve ça très bon, émouvant après tout. Deuxièmement, le seul moyen, non mais peut-être c'est un rôle aussi, hein. Un rôle. Oui. Non, attendez. Le seul moyen. On échange. Il y en a d'autres qui puissent s'exprimer. Le seul moyen. Vous m'avez mais terminez. Le seul moyen pour que ce type de situation entre dans la vie politique et qu'elle crève le mur de verre là que vous ressentez entre la vie des citoyens et les décisions politiques, le seul moyen, c'est que vous soyez représentés au Parlement ou dans les instances de décision par des gens que vous aurez choisis. Et tant que cette représentation-là n'existera pas, tant que vous ne pourrez pas voter pour des gens qui ressemblent après tout à vos idées ou à vos aspirations, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi je pense vraiment que les questions qu'on a traitées, qui ne sont pas si éloignées de la réalité que ça, parler de l'immigration, de la situation des gens qui viennent de l'étranger, c'est peut-être pas non plus très loin de la réalité. Vous avez non pas le droit, mais l'obligation d'être représenté par des gens que vous aurez choisis. Vous n'êtes pas satisfait de ceux qui existent. Il faut, de ceux qui sont là autour de la table. Il faut que vous ayez le moyen de vous faire entendre. Et ce n'est pas une question d'institution politique, c'est une question pour votre vie. Et on n'est pas loin de vous quand on dit ça. Ben oui. J'ai des doutes. Ben, j'ai des doutes. Alors, je vais vous dire juste une dernière réponse. J'ai écrit à Monsieur le Président de la République. J'ai écrit à Monsieur Jean-Pierre Raffarin. J'ai écrit à Monsieur de Villepin. J'ai écrit au président de la région Île-de-France, excusez-moi, Jean-Paul Huchon. J'ai écrit à Monsieur Nicolas Sarkozy. Alors, de ces 5 ou 6 courriers, j'ai eu 3 réponses. Une réponse de Monsieur Jacques Chirac, une réponse de Monsieur Raffarin et récemment une réponse du cabinet de Monsieur de Villepin. Tous les 3 m'ont répondu que vraiment ils avaient, un peu comme vous, pris ma situation, les avait beaucoup touchés. Voilà, et vraiment ça les avait peinés et ils transmettaient mes demandes au préfet du Val d'Oise. Voilà. Eh bien, madame, et ça aboutit, excusez-moi, je finis, ça aboutit à un entretien avec le conseiller ANPE qui m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Rien, voilà. Madame, c'est vous mentir que de vous laisser croire que c'est le préfet qui va vous trouver un boulot. Non. Elle le sait. Et attendez, je compte sur personne. Et bien voilà. Et c'est une, c'est donner aux politiques trop de pouvoir que de croire qu'en écrivant au Premier ministre ou au Président de la République, ils vont vous trouver un travail. C'est pas une société normale. Attendez, ça. C'était pas le but. Si, on peut aller assez si vite dans vos réponses, tous les 4, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Il y a Sauveur.
Bonsoir, pardonnez-moi, j'appelle par votre prénom. Vous êtes restaurateur, vous venez du sud de la France, je vous remercie, parce que vous venez du Vaucluse, c'est ça? Du Vaucluse, oui, c'est plutôt le sud de la France. Oui. Voilà, vous nous dites brièvement, restaurateur, qu'il y en a un peu marre. Ah le bol, je baisse les bras, j'ai mis en vente. Fini, arrêt. Mis en vente le restaurant. Ouais, alors moi j'explique, je regarde dans les yeux les 4 messieurs, si je peux me regarder. Monsieur Le Pen, s'il vous plaît, c'est pour nous regarder. Monsieur Le Pen, il vous regarder, voilà, de l'autre côté. C'est pas grave. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, à l'heure actuelle en France, que moi, j'étais obligé de vendre ma maison pour payer vos charges sociales? Est-ce que c'est normal, d'après vous? Non. Je parle pas que pour moi, je parle pour toutes les PME en France. On se fait tuer. Regardez un peu la classe moyenne. Arrêtez de taper toujours sur les mêmes. Arrêtez de taper sur les mêmes. Arrêtez-vous, on ne s'en sortira pas, comme ça va droit dans le mur. On n'y arrivera pas. C'est le bordel. Moi, je crois ni en vous, ni en lui, ni en lui, ni en lui. Je vous dis franchement, vous, le Parti Socialiste, comme par hasard, maintenant, vous avez les solutions. Avant, vous avez fait des conneries, et maintenant que vous n'y êtes plus, vous avez les solutions. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faut appeler un chat un chat. Il faut dire ce qui est. On va en discuter. Oui, c'est le bordel. Toutes les PME sont en train de morfler. Arrêtez de tuer les petites entreprises. Arrêtez de tuer les travailleurs. À l'heure actuelle, moi je pense, un mec qui travaille a droit à rien, un mec qui ne travaille pas a droit à tout. C'est votre politique. Arrêtez l'assistanat. Il y a trop d'assistés. Vous êtes en train de faire un pays d'assistés et de pays. Voilà. Alors, sur les PME, on fait un petit tour de table. Répondez-moi sur la maison, parce que c'est normal que j'ai vendu ma maison, moi. J'ai jamais volé une pomme de ma vie, j'ai fait que travailler. Vous nous faites un petit tour, chacun, rapide. Je demande vraiment une réponse d'une minute à chacun pour que d'autres puissent parler. Vous êtes enquêteur, voilà ce que je pense. Les cotisations sociales payent la protection sociale. Tout le monde veut diminuer les cotisations, mais tout le monde veut un minimum de protection, c'est-à-dire une assurance contre les sinistres de la vie. Maladie, retraite, c'est naturel. Oui, maladie. Pourquoi j'ai pas le droit à la maladie? Moi, je te malade. Attendez, Sauveur, vous laissez répondre, parce que sinon, voilà, c'est mieux. Maladie et chômage. Donc tout le monde veut être protégé et ça a un prix. Donc la question c'est est-ce que le travail, les salaires, l'emploi surpayent, car c'est le cas aujourd'hui, la protection sociale. Notre proposition est de faire évoluer l'assiette, c'est-à-dire le point d'appui du financement de la protection sociale pour l'étendre à un autre critère, qui ne soit pas que les salaires, que les emplois ou que le travail. Donc de ce point de vue, c'est une proposition d'ailleurs assez révolutionnaire, où nous tirons évidemment les leçons d'un certain nombre de problèmes que nous rencontrons tous les jours, mais je voudrais quand même dire un tout petit mot. Il y a beaucoup d'entreprises qui emploient beaucoup de gens qui sont peu profitables et qui payent beaucoup de protection sociale. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont très profitables, qui emploient peu de personnes et qui payent peu la protection sociale. C'est cette neutralisation et cette répartition différente que nous voudrions essayer. Ce n'est pas... il faudra en discuter, parce qu'on va en discuter avec le pays, mais ça fait partie, en effet, des propositions que nous faisons. Une petite minute chacun de réponse, Patrick Devedjian. Dans ce que dit monsieur, il y a une chose qui est juste déjà, c'est que ce sont les PME qui peuvent créer des emplois et pas les grosses entreprises. Ça, on le sait. Deuxièmement, les 35 heures ont plombé les PME, elles les ont plombées parce que, précisément, si on ne travaille pas davantage, plus longtemps dans sa vie et plus longtemps dans la semaine, eh bien effectivement on n'arrive pas à financer les charges sociales et par conséquent les charges sont excessives. Alors Jean-Marie Le Pen. Bien évidemment, il y a 2,5 millions de TPE, PME, PMI dans le pays. C'est très petites entreprises pour les TPE. C'est d'elles que peut venir le salut à une condition. C'est que l'on diminue les impôts, que l'on permette aux gens de travailler s'ils le veulent et de garder une partie importante de leurs gains, sans qu'ils soient ponctionnés dans tous les secteurs par un fisc qui alimente une politique générale d'assistance, non seulement des Français, mais en accueillant en plus des millions de gens qui viennent d'ailleurs, comme avec la CMU ou même l'AME, Organisation de protection sociale, spécialement réservée aux clandestins. Et puis il y a 130 000 dossiers par an. Où passe l'argent? Eh bien, il passe là. Il faut laisser l'argent dans la poche de ceux qui le gagnent en travaillant, en libérant le travail, en leur permettant de travailler plus de 35 heures, parce que c'est une sottise que d'avoir décidé de travailler 35 heures, et en se préparant à travailler plus longtemps, car c'était une folie de faire la retraite à 60 ans, au moment où le nombre des retraités augmentait et au moment où notre population active diminuait. Alors, petite minute, chacun. On va donner une minute à chaque fois, sinon on ne s'en sortira pas. Vous avez été obligé de vendre votre maison parce qu'elle était caution? Non. J'avais un choix à faire. Où je gardais mon lieu de travail, où je perdais ma maison. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, j'étais employé.
En France, moi, j'avais l'espoir d'avancer, de devenir riche en travaillant. Ce qui est légitime, je pense. Oui. C'est le but. J'ai acheté un restaurant pour devenir riche, pour m'enrichir. Et j'ai pas honte de le dire. C'est le but. Mais non, au contraire, non. J'ai acheté un restaurant, ça m'a plombé encore plus. Donc j'avais un choix. Ou je vendais la maison, ou je gardais mon outil. Je dis vendre la maison. J'avais un cuistot. Le cuistot, il m'a coûté quand même 50 bâtons en 4 ans de charge sociale. Que le cuistot. Et moi, j'ai vendu ma maison 1 million de francs pour payer, pour vous rembourser. Et j'en suis au même point, ça régresse maintenant. Et ma femme, elle fait 14 heures par jour, je fais 14 heures par jour. Ça me fait plaisir de voir mon épouse, moi, 2 heures du matin, en train de repasser les nappes du restaurant, parce que je n'ai pas les moyens d'embaucher une femme qui le ferait. J'aimerais embaucher un plongeur un samedi soir, pas que je fasse la plonge moi et ma femme et ma serveuse à 3, à finir à 2 heures du matin, à 3 heures du matin. Je peux pas l'embaucher, j'ai pas de quoi la payer. Alors si je la paye, je la déclare, je me fais tuer. Moi, je propose toutes les PME, toutes, pas comme moi. Une idée simple, c'est que toutes les entreprises françaises puissent embaucher 2 personnes sans charge. Faites-le. Voilà. Faites-le, on me donne ça. Moi, on ne demande qu'une chose, de vivre le fruit de notre labeur. J'ai même pas de quoi, j'ai même pas 1000 euros pour moi. Je vous mens pas. Moi, je vous montre mon compte personnel, je suis toujours à moins 12 000, moins 15 000 sur mon compte du restaurant. Parce que vous me ponctionnez. URSSAF, ACEDIC, Circo, le compte Manon, vous arrêtez pas. Alors, et moi, jamais un franc pour moi. Sans charge, c'est ce que dit la proposition de François Bayrou. Même pas en vacances, je peux partir. 2 emplois sans charge, ça vous permettrait d'embaucher, c'est ça? Embaucher, oui, mais il faut que je vive moi aussi. Oui. Moi aussi, il faut que je vive. Ça, en tout cas, les 50 bâtons, comme vous disiez, que le cuistot vous a coûté pendant 4 ans, ceux-là, vous auriez pu, au moins, avec cette idée... J'aurais préféré, ma poche, j'aurais préféré. Et garder ma maison. Voilà, Charles. Tomé Génaud, on a beaucoup parlé de cette entreprise. Voilà, il y a une fermeture d'entreprise. Vous êtes, je dis que vous êtes salarié, mais en fait vous avez reçu votre lettre de licenciement. Oui. Voilà, c'est un équipementier automobile. On en parle beaucoup dans les journaux. C'est le genre d'usine que les politiques vont visiter pendant les campagnes électorales. Voilà, je voudrais savoir, Charles, bon, vous êtes donc chef d'équipe. L'usine va fermer. Vous êtes dans une région des Ardennes que l'on dit absolument désespérée. Sinistrée. Sinistrée. Je voudrais savoir, voilà, simplement ils sont 4 ce soir. Qu'est-ce que vous avez envie de leur demander? Seulement, je vais leur dire que, au niveau de l'entreprise, on a été racheté il y a 2 ans par un groupe américain, Catalina. Ils sont venus s'emparer de l'entreprise. Et là, ça fait 1 mois. Ils ont déposé le bilan. Ils sont partis avec tout le patrimoine qu'il y avait au niveau de Tomé Génaud. Ils ont vendu toutes les maisons. Ils ont mis tout l'argent au niveau de l'Amérique, là-bas, pour refaire pareil en Amérique. Donc on se retrouve à 320 salariés sur le carreau. Et on est en lutte depuis 3 semaines. Au bout de 15 jours de lutte, on avait donc au niveau des gares, au niveau de la préfecture, au niveau des impôts, au niveau des tout ce qu'il y avait au niveau des routes, on avait bloqué pour se faire entendre, au moins du gouvernement, pour qu'ils nous entendent, pour avoir au moins quelque chose de décent pour nous, car on n'a plus personne pour discuter. Donc pendant 15 jours, on a bloqué tout, et enfin on a eu quand même une réponse par le gouvernement. Ils nous ont envoyé 350 CRS, policiers et gendarmes à Nouzonville, dans un village de 6000 habitants, gazer les gens au niveau des personnes qui venaient nous soutenir, des femmes, des enfants. Là, la réponse qu'on a eue au bout de 15 jours. Charles, est-ce que le vote, c'est quelque chose qui veut encore dire quelque chose pour vous de voter? Oui, si ça peut faire changer quelque chose. Mais là, on s'aperçoit que là, une fois qu'on a pris toutes les positions pour obliger de bloquer, obliger de faire tout ça, pour qu'il y ait une médiatrice depuis cette semaine qui est en train de discuter de notre cas. C'est quand même pas normal. Il y avait des députés qui étaient avec nous dès le départ, on les a même pas écoutés. Il a fallu 15 jours, il a fallu bloquer la préfecture pour qu'on ait au moins les CRS, et une fois qu'on a eu les CRS, qu'on puisse avoir une négociation. C'est quand même pas logique. Alors, sur l'écoute des salariés, un petit tour rapide. J'ai 1 minute à chacun parce qu'il y en a encore 2 ou 3 à écouter. Mais il y a 2 questions. Il y a les patrons voyous. Patrons voyous déjà. Où là, nous sommes désarmés sur ce sujet-là parce que, regardez, dans Métal Europe, on n'a pas eu de réaction judiciaire, alors que nous pourrions demander des poursuites, le gouvernement, demander des poursuites à l'étranger pour que ce type de comportement ne se produise pas, ou plus, ou le moins possible. Il y a la question des délocalisations à l'extérieur de l'Europe. La question est posée de notre politique commerciale par rapport au reste du monde.
Nous défendons l'idée qu'il est nécessaire qu'il y ait des normes minimales sociales en deçà desquelles on ne peut pas se faire concurrence dans le commerce international en utilisant le dumping social. La question va se poser aussi sur le terrain environnemental. Nous défendons l'idée qu'on ne peut pas être pour le libre-échange absolu, qu'il faut le tempérer, le maîtriser en le soumettant à des normes sociales et environnementales. Alors, sur les patrons voyous, déjà, parce qu'il faut le dire, c'est un mot qu'avait employé même Nicolas Sarkozy. Oui, bien sûr, ça existe, les patrons voyous. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, mais... qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre en l'occurrence, ils ont déposé le bilan. Et c'est pas la seule entreprise, d'ailleurs, des Ardennes, malheureusement, qui soit touchée. C'est ça le drame du département dans son entier. Et là, on a besoin d'injecter des capitaux pour une vraie réindustrialisation des Ardennes. Et ce qui nous manque, moi je le crois volontiers, c'est une vraie politique industrielle, parce qu'il y a des secteurs entiers de l'industrie qui sont obsolètes, et notamment ceux d'une industrie qui est dépassée aujourd'hui, parfois dans le domaine automobile par exemple, où les choses ont beaucoup évolué, et en même temps on n'a pas prévu le changement. D'abord, un vrai crédit formation. Nous proposons 1 an de crédit formation pour permettre pendant 1 an à la fois de former et de vivre en changeant de métier quand on a un tel sinistre. Les patrons voyous, je suis d'accord avec Arnaud Montebourg, il faut les poursuivre, mais là je ne crois pas que ce soit le cas. C'est un vrai sinistre industriel. Alors, Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas trop voyou, hein. Les délocalisations, vous l'avez dit tout à l'heure. Je veux dire quelque chose d'autre, c'est que le public doit savoir tout de même que la croissance ce trimestre-ci, en France, c'est zéro. Croissance zéro. Et sans croissance, il n'y a aucune politique industrielle ni sociale possible. Et il faut donc retrouver les moyens de la souveraineté, être capable de faire chez nous ce que nous pouvons faire, alors qu'actuellement, nous ne pouvons pas le faire. Et nous devons concentrer nos efforts en nous occupant des Français d'abord, sans vouloir révolutionner la charité publique dans le monde entier, faire œuvre d'humanisme général. Occupons-nous des Français, ils sont pauvres, ils sont en train de s'appauvrir. Beaucoup d'entre eux sont dans la misère et le désespoir, et il semble que nos gouvernants surfent sur ce sujet assez confortablement, ma foi. Alors, un petit mot, François Bayrou, mais vraiment 30 secondes, hein, si vous avez quelque chose à dire. Tant que Didier et Sébastien après nous parlent. Je ne peux pas répondre à cette question en 30 secondes. Patron voyou. Et je ne sais pas si en 30 minutes, aucun d'entre nous peut y répondre. Tout ça, c'est le plus lourd de la vie des gens, parce qu'ils rencontrent... Moi, je ne sais pas ce que fait votre entreprise. Qu'est-ce qu'elle faisait? Des pôles d'alternateurs. Pardon? Des pôles d'alternateurs. Des pôles d'alternateurs. Donc c'est pour l'auto. L'automobile, voilà. L'automobile, bon. Il y aura toujours des entreprises qui fermeront et d'autres qui ouvriront. Il y a des entreprises, on est en train, ne riez pas, on est en train de décrire un pays qui serait dans la misère noire. Il est pour partie dans la misère, mais il y a d'autres secteurs qui marchent très bien. Par exemple, même pas dans les Ardennes. Dans ma circonscription, c'est loin, c'est dans les Pyrénées, mais c'est en France. Dans ma circonscription, il y a une usine qui fabrique 2 sur 3 des moteurs d'hélicoptères qui volent dans le monde. C'est en France, c'est dans les Pyrénées, Turboméca s'appelle l'usine. Si on ferme les frontières, comme on était en train de le dire à l'instant, cette entreprise a 3000 personnes au moins. Si on ferme les frontières, j'ai pas dit de les fermer. Non mais je ne vous attaque pas. Non, pour une fois, sur ce sujet, je vous attaque pas. Donc, cette entreprise-là, si on bloque tout, par exemple qu'on dise les frontières sont fermées à l'égard des Américains, cette entreprise, elle vient de gagner le marché de tous les hélicoptères des gardes-côtes américains. On ne peut pas fermer les frontières. Et ceux qui vous racontent qu'on peut les fermer pour un pays comme la France, cela vous mente. On exporte 25% de la production. Ça veut dire qu'une personne sur 4 travaille pour cette exportation-là. Moi, je ne demande pas qu'on ferme les frontières. Je demande au gouvernement qui mettra en place un plan pour qu'il y ait un budget numéro 1 sur l'emploi
Parce que c'est la priorité au niveau des gens en ce moment dans la France, c'est de pouvoir travailler, d'avoir un emploi. Quand vous voyez les SDF, quand vous voyez les gens qui sont RMistes, quand vous voyez les gens qui sont dans le chômage, qu'est-ce que ça fait? Des gens qui sont malades, des couples qui se déchirent. Quand vous voyez les enfants qui ne peuvent pas aller au cinéma ou quelque part, il n'y a pas d'argent pour les gens. Donc moi je demande au gouvernement qui mettra en place le budget numéro 1 en France pour créer des emplois. Ça diminuera la sécurité au niveau des banlieues, etc. Si tout le monde travaille, les gens ils n'iront pas piquer un autoradio. Si les gens travaillent au niveau du chômage, ça va diminuer. Donc l'argent qu'on récupère, les gens qui cotiseront au chômage, à la sécurité sociale, tout ça on pourra les remettre pour recréer encore de l'emploi. En ce moment, personne ne s'occupe des emplois, tout le monde est dans la misère, on parle au niveau de l'immigration, on parle de tous ces machins, les gens ils s'en foutent complètement. Parce que moi, quand je suis au chômage, c'est pas de la faute aux immigrés, c'est de la faute à qui? Au niveau du capitalisme, un gars qui est venu pour aller chercher du pognon et repartir en Amérique pour refaire encore du pognon. Ils sont venus que pour ça. Et maintenant, il y a 320 personnes, et dans les Ardennes, il y en a encore une usine qui va fermer 120 personnes, une autre usine qui licencie 100 personnes. Il y a encore une entreprise qui va licencier entre 300 et 400 personnes d'ici 2008. Qu'est-ce qu'on va faire dans les Ardennes? Un plan de formation? Oui. Pourquoi faire? On va me donner un plan de formation? Il n'y a plus d'usine dans les Ardennes. Mais justement, il faut Pourquoi faire? l'installer. Pour partir. Moi j'ai 51 ans, je vais pas partir. J'ai ma maison, mes enfants. Moi j'ai pas envie de quitter les Ardennes. J'ai toujours vécu dans les Ardennes. Mais je demande. Il faut installer de nouvelles industries, de nouvelles entreprises. Nous on les demande, on les prend. Mais ça fait des années qu'on entend dans les Ardennes. Alors Charles, merci. Je pense que vous pourrez continuer la conversation après avec ceux qui sont là. Didier, Sébastien, on va aller un petit peu vite. Il y en a un qui est aussi des Ardennes, c'est Didier. Oui, tout à fait. Jeune, dans des situations aussi, on vous a fait croire aussi que, je sais pas, en essayant d'avoir du travail ou à Sébastien en faisant des études, on s'en sortirait. Je voudrais juste que vous disiez tous les deux, très vite, qu'est-ce que vous attendez des politiques pour 2007, quoi? Si vous êtes tous dans une situation difficile, est-ce que vous croyez encore à quelque chose? Didier. Moi, personnellement, dans la politique, j'y crois encore, quand même. C'est vrai que depuis 30 ans, la situation de l'emploi s'est dégradée. On nous a fait miroiter avec une succession de contrats aidés. On a eu les TUC, on a eu les CES, on a eu les emplois jeunes. Maintenant, on a les contrats d'avenir. Mais ça ne correspond pas réellement à ce que les Français attendent. Ce qu'ils veulent, les Français, c'est un emploi durable, relativement bien payé, pour pouvoir les amener au moins jusqu'à la retraite, avec une retraite décente. Or, j'ajouterai une petite chose. De plus, on nous a imposé les 35 heures. Pour moi, personnellement, je suis contre les 35 heures, parce que ça n'a pas créé d'emploi. On a pensé qu'on allait créer de l'emploi. Finalement, ça n'a pas créé, parce qu'on a augmenté la productivité dans les entreprises, mais on n'a pas créé d'emploi. Alors, on va passer Didier. Didier, non. Sébastien, pardon, excusez-moi. En ce qui me concerne, j'ai passé 7 années d'études à la fac. J'ai aujourd'hui un diplôme de niveau Bac+5, plusieurs titres universitaires. Et je n'ai pas fait des études pour le plaisir de faire des études, loin s'en faut. J'ai travaillé tous les étés pour me payer mes études. Et derrière ça, il y avait vraiment un but précis, qui était de pouvoir accéder à l'emploi. Or, j'ai été victime d'illusions, puisque on nous explique encore aujourd'hui à l'école que c'est en faisant des études que l'on peut accéder notamment à l'emploi, ce qui n'est pas le cas. Puisque tout à l'heure Sylvie nous a dit que l'on avait guère d'intérêt pour les femmes de 44 ans dans la société française, mais pour les jeunes de 27 ans non plus. Entendons-nous bien, Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous attendez de ceux qui sont là ce soir ou d'autres d'ailleurs? Alors, je voudrais attirer votre attention notamment sur une chose, sur le fait que le problème de l'emploi, il n'est pas uniquement de créer de l'emploi, parce que de l'emploi, il y en a aussi qui existent. Le problème, c'est dans les outils pour y accéder. L'orientation. De l'orientation. Alors j'ai été orienté, voilà l'exemple, pourtant bien orienté, puisque ce sont des responsables de collectivités territoriales qui sont venus dans mon amphi à la fac. Vous avez un master d'administration territoriale, c'est ça? Tout à fait, spécialisé dans la gestion du patrimoine culturel. Alors, et, voilà, si vous pouvez poser la question, ils vous répondent tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez? C'est-à-dire des études qui mènent forcément pas à grand-chose. En fait, moi vraiment, la question que je poserais, c'est que aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes des
œuvrez dans les cités, etc. Et on leur dit oui, mais c'était également parce que vous n'avez pas un niveau d'éducation ou d'instruction suffisant. Et malheureusement, je pense que c'est leur mentir, puisque je suppose avoir un niveau assez élevé. En plus, quand je candidate à un poste, voilà le problème que je rencontre concrètement. Ils vous répondent. D'accord? On répond, on va faire un petit tour. On va faire un fini, il reviendra un petit peu après s'il veut recommander, mais je voudrais qu'on fasse une petite réponse à tout le monde. Sur la question des 35 heures, qui est un retour en arrière assez utile pour le débat de l'avenir. En l'an 2000, la France a créé autant d'emplois nets, c'est-à-dire en enlevant les destructions d'emplois, qu'en 1969. C'est-à-dire qu'on avait retrouvé un niveau de création d'emplois extraordinaire. Et d'ailleurs, cette année-là, qui était l'année des premiers effets et des emplois jeunes et des 35 heures, il y a eu une chute sur 4 ou 5 ans de 3% du chômage dans notre pays, qui d'ailleurs avait créé l'équilibre des régimes sociaux. C'est-à-dire que parce qu'il y avait de nouveaux entrants sur le marché du travail, de nouveaux emplois créés, il y avait des cotisations qui remplissaient les caisses, alors qu'aujourd'hui on a des déficits monstrueux. Donc je veux atténuer en disant qu'il y a une critique des 35 heures sur la question du pouvoir d'achat, sur les cadences. La productivité était très dure. En revanche, il y a des endroits où les accords sur les 35 heures ont créé des emplois qui existent encore. J'en connais dans ma propre circonscription, en Saône-et-Loire. Je veux dire que ce n'est pas à jeter de cette manière et de façon catégorique. Parce que ça a été la dernière période où on a réussi à créer de l'emploi. Alors maintenant, est-ce qu'on peut faire un petit tour rapide? Je vais terminer. Voilà. Maintenant, notre objectif, c'est de remettre de l'argent et du pouvoir d'achat dans la société pour que la machine économique se remette à fonctionner. Ça s'appelle une stratégie de croissance. Et aujourd'hui, le pouvoir d'achat, c'est le problème numéro 1. C'est-à-dire que même des gens qui travaillent, le 15 du mois, la vie s'arrête. Et c'est quand même très Arnaud Montebourg. On finit un petit tour très rapide. C'est vrai. Très rapide parce qu'on va aller vite au Parti Socialiste. On va aller très vite au Parti Socialiste parce que je crois qu'on a déjà un bon résultat. En l'an 2000, c'est pas les 35 heures qui ont créé la croissance, mais il y a eu une croissance qui a été européenne et la France en a profité. Alors on va pas faire le débat des 35 heures. Elle en a profité. Aujourd'hui aussi, elle est forte. Le vrai sujet aussi, il y a des secteurs entiers où on a 500 000 offres d'emploi en France qui ne sont pas satisfaites. Mais nous avons c'est comme ça. Rapidement, l'emploi non satisfait. Mais nous avons un système d'orientation qui est déplorable. Voilà. Et souvent, l'orientation même en début d'études pour alimenter un marché qui est offreur d'emploi, on n'a pas le dispositif qu'il faut. Alors, un mot Jean-Marie Le Pen. Il faut cesser de laisser libre l'accès à l'université, qui donne l'illusion à des gens qui sont souvent d'une formation assez modeste, voire médiocre, l'illusion qu'ils vont pouvoir poursuivre des études. Certains le feront d'ailleurs même de manière performante dans des secteurs où il n'y a absolument pas d'emploi. Nous formons, je crois, 7000 psychologues alors qu'il y a 200 places sur le marché. Alors il faut rétablir des examens à la fin de primaire, il faut à l'entrée à l'université. Surtout mieux orienté. Il faut, oui, mais orienté. Il faut d'ailleurs, il faut mettre les gens au travail qui ne sont pas capables d'aller à bac plus 7 et qui ne trouveront pas d'emploi dès qu'ils le peuvent. Vive l'apprentissage à 14 ans. Et vous avez dit quelque chose de très juste, il y a 500 000 emplois qui ne sont pas comblés. Pourquoi? Eh bien parce que les rémunérations sont insuffisantes. Parce qu'il faut rapprocher les rémunérations du travail manuel des rémunérations du travail intellectuel. Il faut payer le travail le prix que ça vaut sur le marché. On ne trouve pas de type pour faire tel métier, eh bien on augmente la rémunération. Et c'est ça que ça vaut. Ça augmentera le prix des maisons? Oui, parce que dans le bâtiment, on ne trouve pas de gens. Eh bien quand les gens recevront une rémunération raisonnable et juste, à ce moment-là, ils iront travailler dans ce métier-là. Et c'est ce qui ne se fait pas actuellement. Tout le monde rêve d'être intellectuel et c'est assez confortable de rester à la fac pendant 5 ans, 6 ans au crochet. Attendez, on va arrêter, vous en parlerez tout à l'heure. Ses parents et en ayant l'illusion d'avoir un statut social, alors qu'en fait on est un parasite. Alors, je voudrais juste qu'on interrompe un tout petit peu. Non, mais ça va. Alors, je voudrais qu'on aille au Parti Socialiste. Je voudrais qu'on aille au Parti Socialiste et qu'on retrouve Jeff Wittenberg. Jeff, je pense que vous êtes à l'intérieur cette fois et plus à l'extérieur. Toujours à l'extérieur, mais en revanche,
toujours à l'extérieur. Nous allons peut-être rentrer d'ici une demi-heure, mais le plus important est peut-être ailleurs, c'est que tous les résultats qui nous arrivent depuis maintenant, je dirais 40 minutes, vont dans le même sens et annoncent probablement une victoire probable de Ségolène Royal dès ce soir. Je vous cite ma source en quelque sorte, c'est un très proche de François Hollande, un membre de la direction du parti qui m'a dit tout à l'heure que Madame Royal serait sans doute élue au-delà de 50% dès ce soir et que la participation, c'est important, est extrêmement forte. Plus de 80% des militants socialistes, des adhérents socialistes ont voté ce 16 novembre. Et puis, je pense que cette information pourrait être confirmée puisqu'un proche de Dominique Strauss-Kahn me disait tout à l'heure, me confirmait que sans doute Madame Royal serait élue dès ce soir candidate du Parti Socialiste pour la prochaine présidentielle. Alors merci Jeff, vous restez, j'espère qu'un jour on va vous accueillir enfin à l'intérieur du Parti Socialiste, on va peut-être demander à Armand Montebourg de téléphoner parce que devant les grilles c'est un peu compliqué. Et on va aller tout de suite retrouver Arnaud Boutet à Mel. Et on va aller tout de suite retrouver Arnaud. Ah ben voilà. Avec le petit décalage, c'est bon. Arnaud, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes loin de Ségolène Royal. Juste un petit problème de retour, mais je suis à vous tout de suite. Je ne sais pas si vous êtes loin de Ségolène Royal. Est-ce que vous pouvez baisser le retour, merci. Voilà. Voilà, il va baisser le retour et il va m'entendre directement, sans décalage. Voilà. C'est formidable la technique, parfois c'est bien. Allez-y Arnaud. Voilà. Donc tout simplement pour vous dire ici que les résultats pour la région commencent à tomber les uns après les autres. Et ici, la présidente de région obtient un très bon score. Je peux vous dire qu'ici, pour la Vienne, par exemple, Ségolène Royal obtient 67,62%. Dans les Charentes, elle obtient 71%. Ici, dans les Deux-Sèvres, elle obtient plus de 81%. Ce sont des scores qui, sans surprise, bien sûr, sont des véritables scores très importants. Elle écrase, bien sûr, tous ces deux concurrents. Il faut savoir qu'ici, on est dans le fief de Ségolène Royal. Ici, dans la commune de Mel, elle obtient plus de 94%. Elle a écrasé véritablement ces deux concurrents. Et sachez quand même que ici, Ségolène Royal est venue peu avant 20 heures pour voter. Et je tiens à vous dire quand même qu'elle s'est exprimée, elle a considéré que cette élection, en tout cas cette primaire, était un véritable premier tour de la présidentielle et qu'on l'attend maintenant pour un vrai commentaire des résultats. Pour l'instant, on l'attend, elle devra arriver dans peu de temps avec, on espère, un petit commentaire avant la fin de l'émission. Voilà, j'espère bien avant la fin de l'émission, il faut lui dire, nous attendons, nous allons parler du Parti Socialiste tout à l'heure, Arnaud Montebourg restera avec nous et puis on va retrouver Pierre Moscovici, Marie-Noëlle Lienemann qui vont nous rejoindre, qui représentent les autres candidats à la candidature du Parti Socialiste pour essayer de savoir ensemble ce qui risque de se passer dans les jours qui viennent après la confirmation du résultat que vous nous donnez, que vous nous laissez deviner, c'est-à-dire la victoire de Ségolène Royal au premier tour avec la seule incertitude, c'est évidemment le pourcentage. Je ne sais pas si on peut rejoindre pour l'instant quelqu'un d'autre qui se trouve dans une fédération du Parti Socialiste, peut-être pas. Ce sera donc pour tout à l'heure. Alain Duhamel, voilà, on va terminer notre première partie. Oui, François Bayrou, vous voulez répondre? Sans réponse. Alors, répondez. Le garçon qui s'est exprimé sur l'université. Alors, répondez sur l'université. Non, mais peut-être lui voulait dire. Je voudrais juste rajouter un point parce qu'on m'a coupé la parole et on ne m'a pas laissé m'exprimer jusqu'au bout des choses. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, le but n'est pas là. Je donnais l'exemple d'un jeune aujourd'hui qui s'est donné les moyens de réussir par le biais des diplômes. Mais que ce soit par des diplômes ou sans diplôme, le problème il est le même. Le résultat est le même du chômage. Il est exactement le même. Et sachez, Monsieur Le Pen, que si j'ai fait des études, c'est parce que le poste que je voulais occuper, vraiment ma motivation première nécessitait de faire des études. S'il avait, non, mais de l'ensemble des jeunes. Alors, mais moi je vous répondais, François Bayrou, de façon courte. On vit, vous avez employé un mot qui est juste, qui est illusion. On vit depuis des années avec une illusion qui vient du passé, qui est celle que diplôme égale emploi. Pendant très longtemps, ça a été le cas. Dans la génération des plus âgés qui sont là, on avait un diplôme, on était sûr d'avoir un emploi. Mais depuis qu'on a ouvert la formation universitaire au plus grand nombre des jeunes, ce n'est plus vrai, ce n'est plus une réalité. Et donc il faut maintenant qu'on fasse le travail qui n'a jamais été fait, d'expliquer à tout le monde que vous avez droit à acquérir un diplôme, mais qu'il faudra une formation professionnelle derrière le diplôme. Et cette formation professionnelle, je l'ai par un master professionnalisant. Mais, excusez-moi, je vous ai entendu dire master professionnalisant
responsable de collectivités locales en patrimoine culturel. Combien y a-t-il d'emplois dans ce secteur-là? Ce n'est pas à moi. Souvent, il y a des formations qui n'ont pas d'emploi au bout du compte. Là, concrètement, il y en avait une, puisque le diplôme avait lieu en octobre, le concours en novembre, et l'État a supprimé le concours sans aucune raison. Mais juste ce que je voudrais vous dire, juste ce que je voudrais finir par vous dire, c'est que lorsque je fais un entretien d'embauche, il y a deux cas de figure qui se profilent. Le premier, c'est soit, monsieur, attendez, vu le pédigré que vous avez, on ne peut pas vous embaucher parce que si on vous paye le SMIC, 860 €, vous allez être frustré. Je touche le RMI, je ne vois pas où peut se trouver la frustration de gagner plus. Sinon, on me dit, monsieur, vous n'avez pas assez d'expérience. Concrètement, aujourd'hui, je fais quoi? Vous répondez, François Bayrou. Non, parce que je attends, une seconde. Alain Duhamel, est-ce qu'on peut aller juste une petite seconde? Je vous interromps tous. Est-ce qu'on peut aller au Parti Socialiste, Jeff Littenberg? Retrouver Jeff. Jeff, vous m'entendez? Oui. Voilà, je crois que vous êtes. Je vous entends, Arlette. Je me trouve. Voilà, Patrick Mennucci, qui est un très proche de Ségolène Royal, qui est le mandataire de Ségolène Royal ce soir, c'est-à-dire qu'il est avec les autres participants, les autres représentants des autres candidats en train de vérifier tous les résultats, et je vais lui laisser le soin de nous confirmer l'information que je vous donnais il y a 5 minutes. Monsieur Mennucci, qui a gagné cette primaire socialiste? Je pense qu'il n'y aura pas de deuxième tour, et que les militants socialistes ont voulu donner de la force à leur parti pour battre la droite, et aujourd'hui la question qui est la plus importante pour nous, c'est le rassemblement autour de notre candidate, et maintenant nous allons effectivement tous ensemble construire cette campagne électorale avec le projet socialiste pour proposer aux Français une alternative à la droite. Patrick Mennucci, certains parlent d'un score supérieur à 55%. Est-ce que c'est une information que vous pouvez déjà confirmer? Je ne peux pas le confirmer au moment où nous parlons. Il faut, je crois, d'abord laisser chaque candidat prendre connaissance des scores, et c'est à la direction du parti de donner les résultats. Mais vous confirmez d'ores et déjà que Ségolène Royal a gagné? Ça vous le dites maintenant? Écoutez, je suis très confiant pour qu'elle gagne, oui. Oui, vous nous disiez tout à l'heure qu'elle gagnait. Est-ce que vous pouvez nous parler de la participation? On dit qu'elle serait supérieure à 80%. La participation est un élément extraordinaire parce que les militants socialistes ont voté à plus de 80%. Ils l'ont fait pour donner une force considérable à la candidate, et je crois que c'est quelque chose qui va peser beaucoup dans la campagne nationale aujourd'hui contre la droite. Est-ce que vous avez eu Ségolène Royal au téléphone? J'ai eu Ségolène Royal, oui, plusieurs fois dans la soirée. Elle est à Mel et elle est tout à fait concentrée sur ce qui est en train d'arriver. Je vous remercie. Voilà, Jeff, on vous retrouve tout à l'heure. Les premiers commentaires de Patrick Mennucci. Voilà, avec confirmation de résultats qu'on donne, c'est de toute façon que Ségolène Royal a été désignée ce soir la candidate je vais y arriver moi, candidate du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, avec un score donc évidemment qui serait au-delà de 50% nécessaire pour être désignée. Alain Duhamel, je ne vais pas demander une réaction tout de suite à la désignation de Ségolène Royal, peut-être après. Non, mais moi je vais le demander rapidement avant de revenir aux questions économiques dont on parlait avant. Je vais demander rapidement à chacun d'entre vous ce qu'à votre avis cette désignation-là, donc d'une femme populaire, ça change. François Bayrou. Est-ce qu'on peut dire un mot de ce qu'on vient d'entendre sur la désignation de Ségolène Royal? Écoutez, j'aimerais bien, comme on a très peu de temps, que vous répondiez à la question. Je vais répondre à la question. Parce que si vous répondez aux questions qu'on n'a pas posées... Pourquoi? Monsieur Mennucci a dit quelque chose qui est Ségolène Royal, c'est formidable, ça va permettre de battre la droite. Et à droite, on entend dire il faut battre la gauche. Et après ce que ces dames et ces jeunes hommes ont dit, on s'en fout battre la droite et battre la gauche. Devant les problèmes que vous avez exprimés, madame, et que vous avez exprimés, monsieur, la question, c'est pas battre l'un et l'autre, c'est dépassé. La question, c'est rassembler, si on peut, les forces que tout le monde a pour que le pays retrouve, la France retrouve quelque chose qui soit de l'ordre de la santé d'aplomb. Voilà, la santé d'aplomb. Alors, Arnaud Montebourg, ça ne change rien, d'après François Bayrou. Pardon? D'après François Bayrou, qui est à votre droite, là, vous voyez, et qui venait de commenter ce qu'il avait entendu avant, il a expliqué que la question n'était pas de savoir si c'était la gauche qui l'emportait, la droite qui l'emportait, si c'était Ségolène Royal dont le choix changeait quelque chose ou pas. Alors, est-ce que vous êtes du même avis ou pas? Je crains que non, malheureusement. Il y a une politique qui est menée aujourd'hui qui provoque beaucoup de désaccords. On a très peu parlé ce soir. Il y aura d'autres occasions d'en parler. Non, mais c'est vrai. Il y a quand même des choix politiques, des orientations politiques qui sont données au pays.
avec lesquels il y a dans ce pays beaucoup de gens, à mon avis, une très grande majorité qui sont en désaccord. Donc le fait que Ségolène Royal tourne la page du passé et nous permette de construire sur une base nouvelle, y compris en intégrant les critiques que nous pouvons nous adresser à nous-mêmes, c'est donc faire preuve de modestie. Et en même temps, avec tous les Français, construire un nouveau pacte politique mais aussi social, et on aura des sujets très économiques qui ont été évoqués ainsi. On va y revenir. Cette affaire est en effet de nature à révolutionner le pays dans de bonnes conditions. Alors Jean-Marie Le Pen, est-ce que ça ne change rien à rien ou est-ce qu'au contraire ça révolutionne quelque chose? Que ce soit Madame Royal. Toujours Madame Royal, oui, parce que c'est quand même la nouvelle de la soirée. Oui, c'est une victoire des royalistes que je salue au passage. Et je crois que ça ne changera pas grand-chose parce que Madame Royal ne peut pas apporter quelque chose de nouveau dans un appareil de parti socialiste qui la contraindra à respecter le choix du parti. Et elle essaiera de s'en évader, c'est probable, elle aura la tentation personnelle, mais je crois que le poids du parti est tel qu'il lui imposera ses volontés et on ne sortira pas de l'ornière dans laquelle nous avons traîné pendant si longtemps avec lui. Patrick Devedjian, vous êtes d'accord là? Je suis d'accord pour dire une chose, c'est que ce sera difficile et que ça aurait été difficile avec les deux autres candidats de toute façon. De la même façon. Mais je pense qu'il y a une différence, malgré tout, c'est que, non pas par rapport à la situation actuelle, mais peut-être par rapport à 2002 et par rapport au passé. Pour la première fois, au Parti Socialiste, le pouvoir est pris sur l'aile droite du Parti Socialiste. Et ça ouvre une interrogation sur la capacité à rassembler, non pas le Parti Socialiste, ça, je crois que ça va se faire, mais l'ensemble des forces de gauche. Et ça, c'est une incertitude intéressante. Alors François Bayrou, je voudrais en revenir maintenant à ce dont on parlait avant que j'entre sur ce plateau. Bon, vous soulignez, et vous aviez raison, qu'il y a malheureusement beaucoup de formations professionnelles ou universitaires sans débouchés. Et aussi qu'il y a beaucoup de débouchés, mais qui n'ont pas soit des candidats, soit des gens ayant la formation qui est adaptée à ça. Sans être démagogique, combien de temps est-ce qu'il faut pour remettre ça sur pied? 5 ans, 10 ans, comment est-ce qu'on fait? 5 ans. Alors, 5 ans aux deux bouts de l'échelle. 5 ans à l'université, parce que introduire la culture de il faut une formation professionnelle quand on a un diplôme, même quand on a un diplôme, ça peut se faire en 5 ans. Et 5 ans à l'école primaire, parce que on ne peut plus accepter la situation qui date de très longtemps et qui s'aggrave sans cesse, selon laquelle des enfants entrent en 6e sans avoir la maîtrise élémentaire de lire, écrire et compter. Et moi je suis pour que, à l'entrée en 6e, pour entrer en 6e, on vérifie que l'enfant sait lire, écrire et compter. Tout n'est pas pédagogique dans cette affaire, parce qu'il y a des enfants qui sont cassés de l'intérieur, par des situations de famille, mais à cela il faut donner une pédagogie, un suivi psychologique différent. En tout cas, vous détruisez 5 ans d'un côté, 5 ans de l'autre. Jean-Marie Le Pen, un des intervenants parlait tout à l'heure d'un cas qui se produit malheureusement très souvent, qui est que quand une région va mal, que ceux qui y travaillent perdent leur emploi, la maison que quelquefois ils ont mis 30 ans à acheter perd sa valeur et qu'ils ne peuvent pas la vendre à ce moment-là. Autrement dit, qu'ils perdent à la fois leur emploi et leur patrimoine. Vous avez une solution à ce genre de cas? Je vous signale que ce n'est pas le seul cas. Mais non, mais il y a le cas aussi où votre maison se trouve, où votre appartement se trouve englobé dans des quartiers où l'immigration gagne. Non, mais c'était pas ça la question. Attendez. Non, mais je vous posais une question très sérieuse. Écoutez, ce n'est pas le seul cas. Non, mais d'accord. Ce n'est pas le seul cas. Commençons par ce cas. D'accord. Puisque c'est celui que vous écoutez, vous savez bien que c'est un problème général, un problème global. Alors, quelle est votre solution? Et ma solution est une solution nationale. Je crois que c'est en rétablissant les moyens de souveraineté de la nation que nous pourrons, avec les moyens qui sont les nôtres, faire ce qui est utile, le plus utile à nos concitoyens.
je ne crois pas du tout que quelqu'un d'autre le fera. Je ne compte pas sur l'Europe ni sur l'Union européenne. Mais l'Europe, c'est nous. Pardon? Non, pas de débat, parce qu'autrement, non, c'est Arnaud Montebourg qui ne pourra pas répondre. L'Europe, c'est pas nous. Alors, les Allemands s'occupent des Allemands, les Italiens des Italiens. C'était l'illusion généreuse, je vous l'accorde, des européistes, de croire qu'avec les Européens comprendraient qu'il fallait s'entraider. Ils ne s'entraident pas, et je juge l'arbre à ses fruits. Il se trouve que la région de l'Europe, c'est la région dans laquelle la croissance est la plus faible du monde. Il me semble qu'il n'y a pas besoin de tirer des plans sur la comète pour rejeter un système qui a échoué. Voilà. Je vous remercie. Alors, la thèse en ce moment qu'on a entendue d'ailleurs beaucoup exprimée pendant les débats entre les trois candidats socialistes à propos de l'emploi, c'est que pour qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait de la croissance, pour qu'il y ait de la croissance, il faut qu'il y ait de la confiance, et pour qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait les socialistes. Est-ce que vous croyez vraiment que la victoire des socialistes, ça donne la croissance, la confiance et les emplois? Enfin, ça, c'est votre interprétation. Ah non. Enfin, excusez-moi, je n'ai pas entendu ça, mais enfin, vous avez certainement une oreille attentive. Je n'ai pas du tout entendu ça. Ce que je sais, c'est que les baisses d'impôts sur le revenu, 10 milliards, qui est un cadeau aux catégories supérieures, n'ont produit aucune croissance. Elles ont contribué d'ailleurs pas davantage à l'investissement. Et on est aujourd'hui dans une situation raplapla sur le plan de l'économie. C'est-à-dire que quand on met du pouvoir d'achat aux catégories supérieures, ça ne marche pas. Quand on donne du pouvoir d'achat à ceux qui en ont besoin et qui aujourd'hui ne peuvent pas consommer, sont dans une situation très dure. Nous voyons des gens dans les stations-service qui donnent des coups de pied dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent même plus mettre du gasoil pour aller travailler. Voilà la situation de jeunes travailleurs. Il y a des gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer et qui logent dans des caravanes parce que ça coûte trop cher d'avoir du foncier ou d'être locataire. Donc nous avons un problème de pouvoir d'achat, c'est le problème numéro 1. Et il faudra une négociation nationale avec l'ensemble des partenaires sociaux pour relancer, et c'est ça la confiance, si c'est le mot, mais c'est un mot, ce n'est qu'un mot. Il faut des actes. C'est pas moi qui l'ai employé. Eh bien, permettez que je mette des actes derrière. D'accord. Alors, pour revenir vite au Parti Socialiste, je vous signale que pour l'instant, on annonce des scores de Ségolène Royal autour de 60%. Voilà, on va y retourner dans un instant. Bon, alors sans vous laisser intimider par les scores de Ségolène Royal de 60%. C'est remarquable quand même. Bon, d'autant plus qu'on a entendu le discours de ces challengers auparavant. Patrick Devedjian, quand vous avez entendu, tous ceux qui sont intervenus ce soir, et quand vous avez entendu Jean-Marie Le Pen, François Bayrou et Arnaud Montebourg, on a l'impression que votre bilan au bout d'une législature et aussi d'un quinquennat présidentiel, sur le plan économique et social, il est désastreux. On entend tout ce qu'on a entendu. Il est insuffisant en tous les cas, Non, mais ça c'est une litote, non? Non, parce que, non, il ne faut pas dire ça non plus. D'abord, le chômage a quand même statistiquement un peu baissé. Ça n'est pas ressenti, ça n'est pas vécu. J'en conviens volontiers. Mais on ne peut pas non plus passer ça par pertes et profits. Ce trimestre-ci, la croissance est nulle. Mais le trimestre précédent, elle était plus forte. Elle était plus forte. Et le trimestre prochain, n'en préjugeons pas. Mais enfin, il n'est pas nécessairement désespéré non plus. On prétend même que le chômage baisse. Alors, personne n'y croit. Petite question à chacun après. Le chômage baisse toute considération. Ce n'est pas ressenti, il n'y a pas de vécu, j'en conviens. Restons-en à votre bilan en 2 mots. Oui. Il n'est pas satisfaisant. Il n'est pas satisfaisant. Bon, alors, dernière question. On va dire à M. Sarkozy. Il n'est pas chargé de la politique économique. François Bayrou. On fait la même politique, que ce soit l'UMP Non, on n'a pas ou le fait la PS. même politique. Vous n'avez rien changé. On n'a sans doute pas été assez audacieux pour revenir sur les errements socialistes. Je ne vous le fais pas dire. Bon, alors, dernière question. François Bayrou, est-ce que vous pensez que Jacques Chirac a envie de se représenter? Je pense en tout cas que ça n'est pas l'hypothèse la plus crédible. Je pense qu'il a envie, il aurait envie, mais je ne crois pas du tout que... Je pense qu'il s'y prépare, je pense qu'il laisse la porte ouverte, je pense qu'il réunit les conditions. Pourra-t-il se représenter, franchement? Non, je vous demandais son envie, je vous demandais pas... Non, il a envie, il aurait envie de rester président de la République. Le problème, c'est qu'il y a une élection entre-temps. Voilà. Arnaud Montebourg, est-ce que vous souhaitez que Jean-Marie Le Pen ait ses 700 signatures et puisse se présenter? Je vais vous dire, mon souhait le plus profond, c'est qu'il se débrouille. C'est-à-dire? J'ai dit. C'est la solidarité nationale.
Non, mais j'ai dit par les socialistes. J'ai donné mon sentiment. J'ai dit c'est quasi monarchique comme réponse. Non, mais je vais pas, même tout le respect que j'ai pour vous, je n'irai pas au-delà. J'ai qu'il se débrouille, puisqu'il prétend représenter des millions de Français. Ah oui. Eh bien, dont des maires. Je l'ai prouvé 3 fois. C'est exact, dont des maires, des élus. Eh bien, Non, c'est à des eux de prendre leur citoyens, c'est pas responsabilité. pareil. C'est que le système est un système biaisé. Vous le savez très bien. Alors, Jean-Marie Le Pen m'a déjà répondu sans que je l'interroge, donc vous, je vais vous interroger, vous allez peut-être me Pas répondre. tout à fait, monsieur Duhamel. Si vous permettez, pas tout à fait. Bon, Patrick Devedjian. Je crois qu'il les aura comme d'habitude, et que comme d'habitude, pour les avoir, il dit qu'il a les plus grands mal à les avoir. Bon, c'est une bonne guerre, mais ça n'abuse pas. 2, sur le principe, je pense que c'est son affaire, et qu'en tous les cas, c'est pas l'affaire de l'UMP. Quand on est adhérent d'un parti politique, c'est pour soutenir les candidats de sa formation et aucun autre. Alors, dernière question, si Jean-Marie Le Pen me permet de la lui poser, et ça sera la dernière question. Vous dites en permanence, d'ailleurs vous y reveniez de vous-même tout à l'heure, que votre objectif c'est l'immigration zéro en France. Oui. Bon, c'est jusqu'à présent, une nécessité. Enfin, jusqu'à présent, à ma connaissance, 0,5 disons. Jusqu'à présent, à ma connaissance, aucun pays au monde n'y est parvenu, quels que soient les efforts déployés. Alors je voudrais savoir s'il y a une martingale Le Pen. Les Américains, eux, ont décidé une mesure drastique de construire un mur de plusieurs milliers de kilomètres. Enfin, il y a des millions de nouveaux immigrants chaque année. Nous allons trouver le moyen de régler cette affaire des flux migratoires où nous serons submergés. Nous serons minoritaires dans notre propre pays et ne croyons pas. Mais vous n'avez pas de solution. Non, mais comment? Bien sûr, j'ai des solutions. Comment vous vous y bien prenez? Évidemment, mais je vous concrètement, écoute. comment Écoutez, vous y je vais pas prenez? vous dire ça en 5 secondes. Vous imaginez bien. Le Pen reviendra Monsieur pendant la Duhamel, campagne. c'est une question complexe, vous le savez bien. Mais la première volonté exprimée, c'est que nous ne souhaitons plus d'immigration étrangère. Il continue à entrer 500 000 étrangers par an. Par conséquent, la bascule continue. Les problèmes s'aggravent. Il n'y a qu'une réponse en 5 secondes à la question. Aucun mur ne les arrêtera s'ils ne peuvent pas vivre chez eux. Avec un développement. Si on peut. Mais on s'en était occupé à un moment donné, mais ils ont voulu l'indépendance et s'en occuper François eux-mêmes. Bayrou, en vous remerciant. Voilà, en vous remerciant Jean-Marie Le Pen, en disant que vous aurez l'occasion d'en reparler pendant la campagne électorale. Alléluia. Vous serez, je ne sais pas si c'est Alléluia, mais en tout cas vous serez invité évidemment pour reparler de ces sujets pendant la campagne électorale. Bien obligé. Merci aussi François Bayrou. Comment bien obligé? Vous Bah, parlez au alors, français, c'est pas pour nous. on n'est pas obligé, c'est pas souvent. Merci François Bayrou, vous restez avec nous Arnaud Montebourg. Merci à vous aussi Patrick Devedjian. Et puis comme on vous l'annonçait, on a déjà donné un peu le résultat, mais on se consacre maintenant quand même à ce qui se passe au Parti socialiste.